Eh bien, le sujet d'aujourd'hui est la relation entre la force expéditionnaire brésilienne et l'armée de terre des États-Unis. N'est-ce pas? La 5e armée américaine, commandée par le général Mark Clark en Italie en particulier. N'est-ce pas? Et j'en suis venu au sujet de cette vidéo parce que je suis en train de lire ce livre ici. Voilà. Celui-ci, c'est les mémoires du maréchal João Batista Mascarenhas de Moraes, le commandant de la FEB, comme vous devez déjà le savoir. Et en même temps, je lis aussi l'histoire officielle du 4e corps d'armée, n'est-ce pas, du général Willis Krittenberger, qui était le supérieur direct de Mascarenhas de Moraes et, par conséquent, le supérieur direct des Brésiliens là-bas sur le front italien. Donc, s'il existe une façon d'analyser correctement cette relation sur le champ de bataille entre le Brésil et les États-Unis, c'est à travers ces deux ouvrages. Je dirais surtout accorder encore plus d'importance. Pour l'histoire officielle de la 5e armée, parce que, excusez-moi, pour l'histoire officielle du 4e corps. Parce que nous parlons d'une entité qui a travaillé au plus près de la force expéditionnaire brésilienne, c'est-à-dire qu'il a eu un contact direct avec les officiers, avec les soldats, avec le commandement de la division. Et par conséquent, c'est celle qui doit refléter au mieux la réalité, n'est-ce pas? Le plus haut degré de réalité. De la suite des événements impliquant la force expéditionnaire en Italie. Je vais te dire une chose tout de suite. Étonnamment, l'histoire officielle du 4e corps et les mémoires de Mascarenhas de Moraes sont extrêmement similaires. D'accord? Elles sont vraiment très proches. Il n'y a donc pas cet excès, disons, de ferveur patriotique, n'est-ce pas? Les mémoires de Mascarenhas ne contiennent pas ce patriotisme exagéré. Bien sûr, nous parlons d'un livre dans lequel il a écrit sur la période principale, n'est-ce pas, de sa carrière militaire. 20 ans après les faits. C'est 20 ans après les faits qu'il a écrit. Cependant, même s'il fait quelques petits ajustements ici et là, n'est-ce pas, pour ne pas laisser passer trop de faits polémiques dans les pages, le dialogue quotidien de Mascarenhas concernant sa relation avec le 4e corps d'armée ressemble beaucoup à ce que le 4e corps d'armée a à dire au sujet de la FEB. Tu comprends où je veux en venir? Et là, je dois te montrer ceci. Le contexte général, tu vois, qui a conduit à l'introduction de la FEB au combat, comment la FEB a été engagée au combat par le 4e corps d'armée, et aussi comment le 4e corps d'armée a choisi la force expéditionnaire, brésilienne pour s'occuper de l'un des principaux objectifs de toute sa zone d'opération, Monte Castelo. D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit? De ses principaux objectifs opérationnels. Vous savez pourquoi je parle des principaux? L'autre objectif principal était le mont Belvedere, juste à côté. Je vais t'expliquer pourquoi. D'accord? Mais comprenons la situation. Et regarde comme c'est beau ce Google Earth ici, déjà avec toutes les positions indiquées. Regarde, il y a les lignes de séparation, n'est-ce pas? Les lignes de séparation opérationnelles, et aussi ici les montagnes et les endroits les plus importants. Je l'ai déjà fait et l'utilise ici depuis un moment. Et on va continuer à utiliser ça ici dans notre cours sur le Brésil pendant la Seconde Guerre mondiale. Si tu aimes ce contenu ici, tu vas adorer le cours. Je t'en parle dans un instant, d'accord? D'abord, comprenons ce que signifient ces lignes ici sur la carte, d'accord? Cette grande ligne ici, regarde, cette grande ligne bleue ici, elle représente la séparation des secteurs d'opération entre les Américains et les Britanniques, d'accord? Parce qu'ici, nous avons la 5e armée des États-Unis et ici, nous avons la 8e armée britannique. Donc, la 8e armée britannique ne nous concerne pas. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des opérations dans ce secteur, non. Et ici, dans ce secteur, nous avons une petite ligne bleue. Cette petite ligne bleue sépare la zone d'opération du 2e corps d'armée des États-Unis du général Geoffrey Keyes, une unité très expérimentée, et le 4e corps d'armée des États-Unis, du général Willis Krittenberger.
Dis donc, regarde la taille de la zone du 4e corps d'armée. Tu as déjà trouvé ça bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi celle du 2e corps est-elle petite et celle du 4e corps si grande? Laisse-moi t'expliquer. Regarde, l'unité qui a libéré Rome, regarde Rome ici, hein. L'unité qui a libéré Rome n'était pas le 4e corps d'armée parce que le 4e corps d'armée n'existait pas opérationnellement dans cette zone ici, à cette période. L'unité qui a libéré Rome était une autre unité très expérimentée, c'était le 6e corps d'armée. Le 6e corps d'armée commandé par Lucien Truscott, c'est celui qui avait ici débarqué à Anzio. Au début de l'année 1944, le 6 janvier. Il est resté coincé là-bas pendant presque 5 mois et par la suite, il a pris Rome. Et le 6e corps super vétéran a continué l'avancée jusqu'à l'Arno. Vous voyez ici le fleuve Arno, le grand fleuve ici, qui traverse Florence et passe aussi par Pise, n'est-ce pas? Alors, à partir de ce point, mec, le 6e corps d'armée est entré dans le cadre des opérations, du théâtre européen des opérations, ici en haut, en France, n'est-ce pas? Vous savez très bien que depuis le 6 juin 1944, les Alliés avaient envahi le nord de la France. Cependant, ceux qui suivent Sala de Guerra savent aussi que les premiers 2 mois d'opération là-bas, 1 mois et demi, allez, 1 mois et demi d'opération en Normandie, ça n'a pas été facile, non. Ça a déjà été un combat acharné, n'est-ce pas? Surtout dans le secteur de Caen. Donc la ligne de Normandie n'a été brisée qu'au début du mois d'août. Et qu'est-ce qui se passe? Eisenhower, il a commencé à s'inquiéter, n'est-ce pas, de la quantité de troupes allemandes qui étaient envoyées en Normandie, n'est-ce pas? Et Eisenhower, donc, il a ordonné que le commandement des opérations en Méditerranée planifie l'invasion du sud de la France. À quelle date? On ne sait pas encore. Avec quel matériel? On ne sait pas encore parce que tout le matériel servait encore à soutenir l'invasion par la Manche, n'est-ce pas? Rappelons ici, pour l'invasion par la Manche, que la prise du port de Cherbourg n'avait pas encore été réalisée. Alors, vous vous souvenez aussi de la tempête qui avait détruit le port Mulberry, ici à Omaha, n'est-ce pas? Le port américain, ici à Omaha. Donc en plus de ne pas avoir de véritable port, les Alliés ne comptaient que sur une logistique d'approvisionnement réduite, avec comme seul port le Mulberry britannique ici à Gold, d'accord? C'est pourquoi, mec, il était extrêmement nécessaire d'élargir les moyens d'acheminer des fournitures vers la France par voie terrestre et aussi de disperser les troupes allemandes qui faisaient face à l'invasion là-bas en France. Il fallait envahir le sud de la France ici. Avec quelles troupes, mon fils? Avec lesquelles? Tu sais avec quelles troupes? Avec le 6e corps d'armée. Le 6e corps d'armée de Lucien Truscott, donc il a été retiré d'ici. Et réservé ici à Livourne, réservé pour l'opération d'invasion du sud de la France. Mais que cela, la 5e armée américaine n'allait pas seulement perdre le 6e corps, non. Elle a aussi perdu le corps expéditionnaire français. Corps expéditionnaire, n'est-ce pas? 3 divisions? Non, 4 divisions. Une division française libre, 2 divisions marocaines et une division algérienne. 4 divisions françaises, plus les 3 divisions de Lucien Truscott, soit un total de 7 divisions, ont été retirées à Mark Clark d'un seul coup. La force expéditionnaire brésilienne est donc arrivée à Naples, ici en bas. Elle est arrivée à Naples le 16 juillet alors que ce retrait de troupes était déjà en cours. Vous comprenez? Le retrait des troupes de la ligne de front sur l'Arno était déjà en cours. Alors vous imaginez que Mark Clark a perdu la majeure partie de son infanterie du jour au lendemain. Il ne lui restait plus rien, mec. Il ne lui restait qu'un corps d'armée, le 2e corps, avec de l'infanterie.
Et pour remplacer le 6e corps qui était sous le commandement de Lucien Truscott et qui partait, c'est là qu'à Rome, le 4e corps d'armée a été activé. Sauf que le 4e corps d'armée, il a été créé à l'origine comme un corps d'armée blindé. D'ailleurs, son commandant était un officier de char, un protégé de George Patton, c'était Willis Krittenberger, un officier de char. Eisenhower ne l'aimait pas, il n'aimait pas Krittenberger, alors il a envoyé Krittenberger, il l'a exilé, disons-le comme ça, en Italie, en lui donnant le commandement du 4e corps. Quand Krittenberger arrive donc en Italie, il prend le commandement du corps d'armée avec seulement 2 divisions. La 1re division blindée des États-Unis et la 6e division blindée d'Afrique du Sud. Seulement ces deux-là, sans infanterie. Maintenant, que va-t-il se passer? Ici, vers le mois d'août. Ainsi, finalement, en septembre, le Jagdgeschwader 77 JG 77, la dernière unité de chasse allemande opérant en Italie, a été rapatriée en Allemagne. Elle a été envoyée en Allemagne pour combattre dans la Reichsverteidigung qui était la défense aérienne du Reich. D'accord? Qu'est-ce qu'il restait de la chasse en Italie? Seulement les 2 groupes de l'ANR, non? Ils défendaient ici les terrains d'atterrissage qui protégeaient les zones industrielles du nord de l'Italie. C'est-à-dire ce n'était pas une force d'interception aussi diversifiée que l'était le JG 77. De sorte que les unités anti-aériennes dans cette zone, ici, de la 5e armée, en raison de la chute brutale de l'activité aérienne ennemie, ont fini par être considérées comme superflues. Toutes ces batteries anti-aériennes qui n'avaient plus rien à faire, qu'est-ce qu'on en a fait? Dans le feu de l'action, toutes ces unités anti-aériennes, tous ces hommes-là, ont été transformés en une unité d'infanterie improvisée appelée Task Force 45. La Task Force 45 qui est passée sous le commandement d'un brigadier général appelé Paul Rutledge, un gars qui ne s'est pas non plus révélé très compétent, non. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec la FEB? Regardez bien. Pendant ce temps-là, mec, la FEB le 16 juillet était arrivée à Naples. Parce qu'elle aurait dû aller, n'est-ce pas, selon un accord international entre le Brésil et les États-Unis, elle aurait dû aller en Algérie. Et elle aurait dû aller s'entraîner en Algérie pour compléter son entraînement là-bas. Mascarenhas était allé en Afrique du Nord et en Italie, et il avait rencontré Eisenhower en Algérie en décembre 1943, et il a obtenu d'Eisenhower l'accord pour recevoir la FEB en Algérie, compléter l'entraînement de la FEB en Algérie et l'envoyer en Italie comme une force de combat prête à entrer en première ligne. Est-ce que cela s'est produit? Non, pourquoi? Parce qu'avec la décision du haut commandement allié d'envoyer toutes ses divisions de Clark dans le sud de la France, Clark s'est retrouvé sans infanterie. Et il a dit à la force expéditionnaire brésilienne de venir directement en Italie, sans passer par l'Algérie. Non, ils vont directement en Italie. Sauf que cet ordre de Clark n'a pas été suivi par une directive qui ferait entrer la FEB dans la 5e armée. Il a appelé les troupes en Italie, mais elles sont arrivées sans armement, car, selon l'accord entre le Brésil et les États-Unis, elles n'avaient pas à apporter d'armement. Contrairement à ce que tu entends, il ne fallait vraiment pas emmener d'armement. Ils sont arrivés en Italie, mais alors, comment est-ce que vous êtes intégrés ici? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'arrives pas en Italie et tu reçois tout type d'armement, de véhicules, de munitions, de ravitaillement, alors que tu n'es pas une unité de combat. Comme il n'y avait pas d'intégration, le premier contingent de la force expéditionnaire est resté environ 1 mois en Italie, simplement à faire de l'entraînement physique. Parce que Clark n'avait pas donné l'ordre d'intégration de la FEB. Ce n'est qu'au mois d'août que la FEB a été rattachée.
au sein du 4e corps de Krittenberger, qui, comme vous pouvez le voir ici, était responsable d'une zone immense. Parce que le 6e corps a disparu et que la force expéditionnaire française a disparu, donc tout cela est resté au 4e corps qui a dû occuper cette ligne. Sans infanterie, seulement avec la TF 45 seulement, avec la Task Force 45 en situation d'urgence là-bas. Et beaucoup de gens disent que la division Buffalo, la 92e division de soldats noirs ségrégés, est arrivée avant la FEB, mais ce qui est vraiment arrivé avant la FEB, sur la ligne de front. D'accord ? C'était le 370e régiment seulement, le régiment précurseur de la division. Le 370e régiment, tout comme le 6e régiment d'infanterie, c'était le précurseur de la FEB, le 370e régiment. Il est arrivé en Italie, et regardez, il est arrivé en Italie après la FEB et a été envoyé en première ligne avant la FEB. 2 semaines plus tard, les soldats de la 92e division, du 370e régiment, n'est-ce pas, du 370e régiment, ont débarqué, ont mis le pied en Italie, ils étaient déjà en première ligne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quitté les États-Unis avec un entraînement complet et sont arrivés en Italie déjà intégrés dans le 4e corps. Par conséquent, ils ont été rapidement placés en première ligne. La FEB, non. 2 problèmes. Clark n'a pas été clair dans ses ordres, il leur a simplement dit de venir en Italie, mais il ne les a pas intégrés dans le 4e corps. Immédiatement après, le 6e régiment d'infanterie est arrivé en Italie sans l'entraînement aux armes combinées. Ils n'ont pas eu cet entraînement. L'entraînement aux armes combinées est la 2e étape de la formation du soldat. Il a reçu une formation individuelle qui a été faite à Rio de Janeiro, très bien, même avec des armes inadéquates, parce que ce n'étaient pas les mêmes armes qu'ils utiliseraient en Italie, mais cela a été fait à Rio de Janeiro, plus ou moins, mais cela a été fait. Mais l'entraînement aux armes combinées, mon gars, qui exige effectivement les armes qui seront utilisées en première ligne et aussi la coordination avec les véhicules blindés, avec l'artillerie, avec beaucoup de réserves d'artillerie à entraîner, ne peut être fait qu'en Italie. Donc, la FEB avait ces 2 problèmes. Qu'est-ce qui va se passer alors ? Après un mois en Italie, ils vont être emmenés dans la ville de Tarquinia, qui se trouve ici, un peu au nord de Rome, près de Civitavecchia, ici en fait. C'est ici que la FEB reçoit tout l'équipement, les camions, les canons, tout ça, et elle va se déplacer vers Vada, ici, dans la région de Pise, Vada. C'est ici, à Vada, que va se dérouler, pendant 3 semaines, à la fin août et au début septembre, l'entraînement interarmes du 6e régiment du 1er échelon, tu comprends ? L'échelon de Sao Paulo. Et alors la FEB, elle va être intégrée dans le secteur qui était déjà gardé depuis août. Elle va être intégrée 3 semaines plus tard. Le régiment 370 s'appelait Régiment Noir et l'échelon d'entraînement combiné du 6e régiment spécialisé dans l'entraînement des armes. Massa est une ville située ici, regarde Massa. Cette ville ici, donc une ville côtière, c'est là que la FEB va remplacer le régiment 370 le 16 septembre en conquérant Massarossa, en conquérant Camaiore. Le mont Prano ici, et finalement en effectuant ce qu'on appelle la rocada, n'est-ce pas ? En passant ici pour entrer dans cette vallée que tu vois, regarde, c'est la vallée du Serchio. Et c'est ici qu'elle va conquérir Borgo a Mozzano, va conquérir Fornat, va conquérir Barga, et finalement va tenter de capturer Castelnuovo di Garfagnana. Ici, regarde, c'était le point clé de la logistique allemande dans ce secteur, non ? À cette époque-là déjà, mec, à cette époque-là déjà. Le 370e régiment noir a été retiré d'ici et emmené là-bas pendant que la FEB recevait son baptême du feu. Il a été emmené ici et placé juste là, devant Gaia de Montano. Avec la TF 45, avec la Task Force 45, d'accord ? Qui était ici ? Pourquoi ? Parce qu'ici, c'était le centre d'attention du 4e corps d'armée. Cette route jaune que tu vois ici, qui traverse ici, c'est la route 64, la fameuse route 64 qui mène jusqu'à Bologne. Bologne se trouve déjà dans la vallée du Pô. Ici, c'est la plaine du fleuve Pô en fait, et elle traverse les montagnes, n'est-ce pas ?
Donc en fait, la voie d'approche de Bologne, mec, c'est la route 64, et à partir d'ici, c'est la zone du deuxième corps. Laisse-moi te montrer quelque chose ici. Le port où tout le matériel, tous les approvisionnements sont débarqués, c'est Livourne. Donc, il faut transporter tous les approvisionnements par la route 64 pour pouvoir arriver à Bologne. Donc, il faut que la route 64 soit ouverte sur toute sa longueur. Cela signifie qu'il y a ici 2 points dans la zone du 4e corps. Les 2 premiers points, quand la route fait ce virage ici du sud vers le nord, puis elle tourne vers le nord-est. Juste ici, dans la région de Silla, et un peu par ici, n'est-ce pas, un peu plus à l'est. Toute cette zone de la route était à portée de l'artillerie allemande, grâce aux postes d'observation allemands à Monte Castello et Monte Belvedere. Voilà Monte Castello et Monte Belvedere, ces 2 monts ici, d'accord ? C'est pour ça que Monte Castello était fondamental. C'est pour ça que Monte Belvedere était fondamental. D'accord, mais quel est le rapport avec le Brésil ? Voilà le rapport, mon gars. Le 30 octobre 1900, 900 e le 30 octobre 1944, Zenobio da Costa commandait le groupement tactique régimentaire de la FEBC, n'est-ce pas, du 6e régiment ici dans la vallée du Serchio. Voulant lancer une dernière offensive pour pouvoir capturer Castelnuovo di Garfagnana, Mascarenhas de Moraes quitte la zone et se rend ici pour une conférence au quartier général, n'est-ce pas, de la 5e armée ici au Passo della Futa, juste ici, donc c'est là que va se tenir la conférence du Passo della Futa. Et c'est la conférence du Passo della Futa qui va façonner l'histoire de la force expéditionnaire brésilienne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Tu veux savoir comment, n'est-ce pas ? Mais regarde, pour que tu comprennes tout ça, ce que je suis en train de t'expliquer ici. Regarde, tout ça c'est basé sur la lecture, d'accord ? C'est basé sur l'historiographie. Tout ça c'est sérieux. Pas ces bêtises d'intelligence artificielle dont tu te nourris là, en regardant ces trucs sur YouTube. D'accord ? Vidéo d'intelligence artificielle générée par intelligence artificielle avec un script généré par intelligence artificielle et des références bibliographiques générées par intelligence artificielle. Non, ça c'est des bêtises. Et pour que tu te débarrasses de ça, pour toi qui es professeur et que tu entres en classe avec la confiance de connaître toute cette histoire que je suis en train de te raconter ici, pour que tu entres en classe et que tu répondes aux questions de tes élèves avec confiance, pour toi qui veux écrire un scénario, qui veux écrire un livre, enfin, tu veux collectionner, tu veux connaître l'uniforme, tu aimes l'histoire. Inscris-toi à notre cours « Le Brésil pendant la Seconde Guerre mondiale » de l'Académie SDG. Les cours auront lieu à partir du 26 mai et se poursuivront jusqu'au 16 juillet. D'accord, 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, à 20h. Si tu ne peux pas regarder en direct, tu pourras regarder l'enregistrement plus tard. Si tu veux regarder en direct, tu peux aussi. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Le lien est dans la description ou clique sur... scanne le code QR qui est à l'écran. Tu peux payer par Pix ou par carte de crédit en jusqu'à 12 fois. Une petite mensualité comme ça, tu vois, pour que tu comprennes enfin la vraie histoire de la force expéditionnaire brésilienne, d'accord ? Et pour t'éloigner du groupe des supposés connaisseurs et des inutiles, d'accord ? C'est le message que je dois te donner ici au milieu de la vidéo, mec. Ce cours est incontournable pour toi, qui veux vraiment apprendre l'histoire de la FEB du Brésil pendant la Seconde Guerre. Parce qu'en plus de la FEB, il va aussi inclure la FAB, tu sais, le premier groupe de chasse, d'accord ? Et aussi la marine du Brésil, mais pour ça tu dois étudier sérieusement avec moi, dans ce cours, d'accord ? Voilà le message, clique ici et inscris-toi, d'accord ? En continuant ici, pourquoi la conférence du col de la Futa du 30 octobre 44 est-elle si importante pour l'histoire de la FEB ? Parce que lors de cette conférence, Mark Clark convoque ses commandants de corps d'armée, c'est-à-dire du 2e corps et du 4e corps. Geoffrey Kiss et aussi Willis Klittenberger. Il convoque, n'est-ce pas, tous les commandants de division.
Mascarenhas de Moraes, le général Almond et tous les autres, d'accord? Et il leur dit ceci. L'objectif de la 5e armée des États-Unis est de capturer Bologne avant Noël, mec. Capturer Bologne avant Noël. Ça, c'était le 30 octobre. Autrement dit, il reste effectivement 2 mois avant la fin de l'année, moins de 2 mois avant Noël. Mark Clark a insisté et a dit « Bologne avant Noël ». Et comment cela allait-il se produire, mec, pour l'amour de Dieu? Comment cela allait-il vraiment se produire? Cela ne pouvait arriver que d'une seule manière. La force expéditionnaire brésilienne serait retirée d'ici, de la vallée du Serchio. Et beaucoup de gens ont dit qu'elle n'a été retirée qu'après la contre-attaque du 31. Le lendemain, non. Elle avait déjà été choisie, sa mutation avait été décidée pour la vallée du Reno, pour le secteur le plus chaud du front. Pour pouvoir capturer l'objectif principal. Elle avait déjà été désignée pour être retirée avant la contre-attaque, d'accord? En raison de le plan de Clark pour Bologne avant Noël. Et là, non seulement le 6e régiment a été retiré d'ici à là, mec, non seulement il a été retiré, mais aussi le sort des 2 autres régiments. Du 1er régiment d'infanterie et du 11e régiment d'infanterie, tu vois le reste de la force expéditionnaire brésilienne, qui était arrivée en Italie le 6 octobre et avait débarqué à Livourne le 15 octobre, et maintenant ils étaient un encampé ici, tu vois, dans les environs de Pise, en attendant le début de l'entraînement interarmes, qui était extrêmement nécessaire pour que le soldat comprenne comment la guerre se déroule, comment la guerre avance. Sinon, tu prends simplement un gars qui a reçu un entraînement physique, une préparation physique au Brésil, là, à la Villa Militar de Rio de Janeiro, et tu le jettes, lui contre l'armée allemande, dans la pire zone de combat de la 5e armée. Lors de cette conférence du Passo de Futa, le 1er et le 11e régiment, les 10 000 autres hommes de la force expéditionnaire brésilienne. Il a été décidé qu'il serait retiré de Pise sans l'entraînement interarmes et envoyé directement sur la ligne de front. Mais Mascarenhas de Moraes proteste contre cette décision. L'histoire du 4e corps d'armée des États-Unis mentionne à plusieurs reprises, souligne à plusieurs reprises les Brésiliens. Les Brésiliens du 2e contingent sont arrivés en première ligne sans entraînement, mec, sans entraînement, mec. Cela reflète ce que Willis Kruitenberger pensait probablement aussi, que ce n'est pas correct. Les sortir de la zone de campement et les emmener en première ligne, sans entraînement, tu sais pourquoi il faisait ça? Parce que, puisque Clark a insisté pour avoir Bologne avant Noël, n'est-ce pas? C'est un objectif politique qui est probablement venu de Washington, parce qu'à la même époque, ici, l'opération Market Garden, là-haut, aux Pays-Bas, avait échoué. Et tout le monde pariait là-dessus. Victoire avant Noël, Berlin avant Noël. Voilà, c'était fini, alors la presse américaine a commencé à se montrer plus réservée, n'est-ce pas? Mais tiède par rapport à la progression de la guerre, et avoir une victoire, au moins sur le théâtre d'opération en Italie, de cette ampleur améliorerait l'image du gouvernement, n'est-ce pas? Donc probablement Clark agissait sous la pression de Washington, d'accord? C'est ce que je pense aujourd'hui. Et qu'est-ce que Clark fait? À la toute fin du mois de novembre, il fait donc venir les 2 autres régiments dans la zone de la ligne de front. Pourquoi les 2 régiments? Il n'y avait pas un autre corps d'armée américain ici? Il ne pouvait pas prendre ses troupes et attaquer ici, tu sais pourquoi? Parce que le 2e corps était en action depuis l'année précédente, mec. Le 2e corps était en première ligne depuis Monte Cassino, depuis la ligne de Monte Cassino là-bas, n'est-ce pas? Il a fait tout ça et les divisions étaient extrêmement fatiguées, extrêmement épuisées, avec de lourdes pertes, ayant besoin d'être remises en condition, ayant besoin d'être recomplétées. Et ce serait injustement, comme vous le voyez ici, les divisions du 2e corps d'armée qui mèneraient l'offensive finale contre Bologne en décembre, tu comprends? Ce serait un donc elle, le 30 octobre,
Mark Clark a décidé que les divisions du 2e corps devaient aller à l'arrière pour se reposer, tandis que les divisions du 4e corps ouvriraient la route nécessaire pour acheminer les fournitures jusqu'à Bologne. Maintenant, finalement, tu as compris ? Maintenant, enfin, tu as compris parce que ça ne peut pas être plus clair que ça. Sauf que l'infanterie du 4e corps est essentiellement composée d'infanterie brésilienne, mec. Ils ont un seul régiment, le seul régiment de la 92e division d'accord, parce que les 2 autres régiments qui étaient arrivés là-bas à la fin septembre, maintenant ils étaient pensant placés ici, dans la zone de faible intensité, pour s'aguerrir. Le régiment brésilien, qui avait déjà de l'expérience dans le 6e régiment, a été transféré ici, dans la zone de Monte Castello. Le régiment noir américain a aussi été transféré ici, comme je l'ai dit, à Gado et Montano, et ici, devant Monte Belvedere, a été placée la Task Force 45 des artilleurs anti-aériens américains, de sorte que, déjà après 45 jours de combat direct, les 3 bataillons du 6e régiment, le 24 novembre 1944, 44. ont été envoyés à l'attaque contre le poste d'observation de Monte Belvedere et Monte Castello. Pendant que le 370e régiment était engagé ici contre Gado, Montano et les environs, et que la Task Force 45, c'est-à-dire les artilleurs anti-aériens, était engagée contre le Monte Belvedere. Bien sûr, on ne pouvait pas utiliser les 3 bataillons de la FEB à l'époque, n'est-ce pas tous en même temps. Il y avait donc un bataillon ici, un là et un autre là. Il faut savoir que ces 3-là étaient donc des forces régimentaires, donc ils n'attaquent pas tous ensemble, il faut engager un bataillon et garder les 2 autres en réserve. De cette façon, la FEB attaque Monte Castello avec peu de monde. Un seul bataillon n'arrive pas à avancer. Le 370 avec un seul bataillon n'arrive pas à avancer. Et la TF-45 avec un bataillon, mais avec un meilleur soutien de blindés, avance. Prend les environs du Belvédère et le lendemain prend le Belvédère le 25 novembre, d'accord. Que va-t-il se passer ensuite ? Les polistes du 6e régiment sont déjà complètement épuisés à ce stade du combat ici, n'est-ce pas ? Ils le sont déjà, ils sont en première ligne depuis plus de 2 mois sans interruption. Et Mascarenhas, le 29 novembre, donc 4 jours plus tard, il reçoit l'ordre de faire une nouvelle tentative pour prendre le Monte Castello. Nouvelle tentative. Sauf que Mascarenhas ne peut utiliser que les bataillons du 1er régiment d'infanterie, n'est-ce pas ? Des bataillons du 1er et du 11e, complètement novices. Et pour compliquer les choses, la veille, le 28 novembre, les Allemands reprennent le Monte Belvedere, des mains des Américains. Ici, regarde. Et là, toute l'artillerie tombe sur la force expéditionnaire brésilienne ici. Malgré tout, mec, malgré tout, le 30 novembre arrive, il reste 25 jours avant Noël. Mark Clark n'a pas abandonné. Il veut Bologne avant Noël, toujours. Mais la route est tôt couverte par le tir d'artillerie allemand, donc aucun ravitaillement ne passe. Qu'est-ce qui va se passer ? Mark Clark ordonne une nouvelle attaque contre le Monte Castello. À ce moment-là, le Belvédère devient secondaire. Et Clark attend déjà, parce qu'il a retiré le régiment noir d'ici et l'a envoyé ici, dans la vallée du Serchio, et ici le régiment noir nord-américain. Il va subir une contre-attaque le 26 décembre, n'est-ce pas ? L'offensive de Noël là-bas à Somo-Colonia, juste ici. À partir de là, mec, la division Buffalo 92 nord-américaine, elle est considérée comme de seconde ligne. Elle ne sera jugée apte qu'aux actions défensives et de patrouille, n'est-ce pas ? La FEB aussi est une division, disons, sans expérience de combat, n'est-ce pas ? Complètement novice, elle est déjà traitée comme une division de grande valeur et elle est placée pour prendre l'objectif principal choisi entre les deux, d'accord ? Voyons, attaquer un objectif, c'est ce que nous avons ici comme troupe, n'est-ce pas ? Lequel des deux allons-nous choisir ?
Nous allons choisir Monte Castello parce que c'est plus important. Bon, si tu vas attaquer un objectif, tu en as deux, n'est-ce pas? Belvédère et Castello, juste pour attaquer, parce que tu n'as des troupes que pour en attaquer un seul. Qu'est-ce que tu fais? Tu attaques le plus important, c'est évident, non? Monte Castello. Celle-là, c'est juste pour toi qui continue à dire des idioties, à dire que Monte Castello était secondaire. Monte Castello, c'est quoi? Non. Monte Castello a été choisi par la 5e armée, plutôt que le Belvédère, comme objectif principal de la tentative d'attaque du 12 décembre, mais Mascarenhas a dû aller chercher de nouvelles unités inexpérimentées. Elles étaient encore intactes, non? Rappelons qu'il y a encore toute la question des pertes. Et tu ne peux pas utiliser le même bataillon pour toujours, parce que tu vas finir par épuiser le bataillon. Les bataillons subissent des pertes, donc tu dois faire une rotation des bataillons en première ligne. Et il convient de rappeler que le premier échelon de recomplètement de la FEB, n'est-ce pas? Du dépôt de personnel, ils ne sont arrivés en Italie qu'au début du mois de décembre, mec. Donc quand cela se passait ici, en réalité, Mascarenhas n'avait aucun moyen de remplacer les pertes jusqu'à ce moment-là, donc il devait toujours utiliser des bataillons novices, même pour les former, n'est-ce pas? Et alors, le baptême du feu, qu'est-ce qui s'est passé le 12 décembre? Mautemps. Pluie fine, nuages bas. Les Allemands, déjà échaudés par la tentative de prise de la colline le 29, ont renforcé la défense de la colline, installé des barbelés, creusé plus de casemates, posé des champs de mines. Alors ici, mec, c'est devenu l'enfer. C'était un véritable chaudron et la FEB, une fois de plus forcée d'attaquer avec des unités inexpérimentées, n'a pas réussi à capturer la colline, d'accord? Alors, tu penses que le 4e corps d'armée, a critiqué la force expéditionnaire brésilienne parce qu'elle n'a pas été capable de conquérir le Monte Castello? Non, si tu savais l'anglais et que tu lisais l'histoire officielle, tu verrais qu'il est écrit là-bas que toutes les conditions négatives possibles ont été réunies contre la FEB. Et à cause de toutes ces raisons, et à cause de l'inexpérience de la troupe qui a été forcée d'aller en première ligne sans l'entraînement, l'objectif n'a pas été atteint. D'accord? Alors, mec, tu arrives à la fin de l'année et après, le 12 décembre, c'est carrément Krittenberger qui dit stop. C'est carrément Krittenberger qui dit on ne peut plus, c'est fini, il n'y a plus moyen d'avancer. Pourquoi? Parce que le 12 décembre, les éléments précurseurs du 1er régiment de la 10e division de montagne, qui étaient déjà en route pour l'Italie, n'étaient pas encore arrivés. Donc, il n'y avait aucun moyen de tenir cette promesse de Bologne avant Noël, avec la route bloquée, en sacrifiant des troupes qui ne sont pas entraînées, qui sont les seules troupes que vous avez. Alors, Krittenberger dit « Il n'y aura plus d'opération offensive pour le reste de l'année ». Et Krittenberger lui-même écrit dans l'histoire officielle du 4e corps que le 4e corps prend la responsabilité de la formation des nouveaux régiments brésiliens, pour accélérer la formation de ces soldats afin qu'ils deviennent des soldats aptes à la guerre. Tu comprends? Alors, la complexité de ces relations, je sais qu'elles ne sont pas claires. Je suis impressionné, mec, car ces livres ne sont pas nouveaux. Ces conclusions existent depuis des décennies. C'est aussi ma faute, mec. Je t'avoue que c'est ma faute, car j'ai déjà lu Aphébé Porceo Commandante. C'est d'ailleurs le premier livre que je recommande à ceux qui veulent découvrir la FEB. Et une autre chose, je recommande, non? Désolé, je ne recommande pas. J'avais déjà lu le livre de Meira Matos, tu vois, le maréchal Mascarenhas de Moraes, son époque. Pour une raison inconnue, j'ai confondu la biographie de Mascarenhas par Meira Matos avec les mémoires du général Mascarenhas, et je ne l'avais pas encore lu. Et maintenant que je profite pour faire une lecture parallèle de l'histoire du 4e corps et aussi des mémoires de Mascarenhas, bam, le portrait complet est apparu devant moi.
C'est pour ça que je partage ça avec vous. Est-ce que ça vous a plu d'apprendre ça? Est-ce que vous le saviez déjà? Dites-le nous dans les commentaires. Et ne ratez pas l'occasion d'apprendre ça et bien plus encore dans notre cours. Le Brésil pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon gars, ne rate pas ta chance de suivre le cours avec nous pour apprendre tout, de A à Z. Tout ce que la force expéditionnaire.